Bonjour chers auditeurs d'Ifriqiya FM et bienvenue dans ce numéro spécial consacré au SILA, le Salon international du livre d'Alger. Dans cet espace, nous invitons les écrivains présents au salon à s'exprimer par rapport au salon sur eux-mêmes. Dans ce numéro, nous avons Fatoumata Keïta du Mali, une écrivaine, romancière, et on va partager cet espace ensemble. Bonjour à Algérie, à Alger, au Salon du Livre, aux téléspectateurs, aux auditeurs de Afriqiya. Ifriqiya FM. Ifriqiya FM. Je suis très contente d'être là ce soir et d'avoir cet entretien avec vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et maintenant, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, vos études, qu'est-ce que vous avez fait comme études. Qui est Fatoumata Keïta? Fatoumata Keïta est une romancière malienne, mais elle n'est pas seulement que romancière, elle est aussi poétesse. Et elle est auteure d'une trilogie, c'est un ensemble de 3 romans qui parlent de thématiques différentes par rapport à la condition de la femme. Et je suis aussi poétesse pour avoir publié 6 recueils de poèmes. Je suis novelliste. D'accord. Je suis essayiste pour avoir écrit sur les typologies de violences perpétrées pendant l'occupation du nord du Mali. Je suis musicienne parce que j'ai mélangé musique et poésie. D'accord. Des poésies déclamées sur fond musical mandingue ou bamana ou classique. D'accord. Et je suis promotrice de la maison d'édition Figra Édition. Je suis spécialiste en pédagogie et j'ai fait des études de sociologie, socio-anthropologie et socio-économie du développement. Et donc, cela fait longtemps que j'écris. J'ai une douzaine d'ouvrages pour adultes et aussi beaucoup d'ouvrages de contes pour les enfants, d'ouvrages de contes illustrés. Je vois que vous touchez un petit peu à tous les genres littéraires et c'est vraiment varié. Maintenant, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à écrire. Est-ce que c'est venu naturellement ou bien c'est dû à un événement et c'est quoi on va dire l'histoire derrière votre engagement? En fait, je suis une écrivaine qui a touché à beaucoup de genres. D'accord. Mais pas d'abord le théâtre. Je n'ai pas encore fait d'œuvres dramaturgiques. Comment je suis venue à la littérature? Je dirais plutôt comment la littérature est venue à moi. Carrément. Parce que voilà, je suis née dans une famille lettrée. D'accord. Où il n'y avait jamais de journée sans lecture ni écriture. Écriture pas dans le sens d'être écrivain d'abord, mais écriture dans le sens des apprentissages de l'écriture, dans le sens de pouvoir exprimer et produire ses émotions, son avis, ses sentiments, son ressenti. Et donc, heureusement, je suis tombée sur un papa très tôt qui me faisait lire et qui me faisait réagir par écrit sur les livres que j'ai lus. C'était entre autres de réécrire la fin d'une histoire, de décrire ce que je pense d'une histoire et de dire à l'écrit comment j'aurais bien aimé que l'histoire se termine. Et donc, petit à petit, j'ai pris le goût d'écrire. Oui. Et je vais très tôt quitter la famille, mes parents, pour me retrouver dans les familles d'accueil pour continuer à écrire, à étudier. Et là, l'écriture va être un moyen de briser la nostalgie, un moyen aussi de refuge. Voilà, un moyen de pouvoir me confier à quelque chose, d'où ce qu'on appelle le carnet intime dans lequel j'écrivais et qui me permettait d'évacuer la tonne d'émotions que j'avais par jour en l'absence des parents, en dehors de la famille d'où je suis née. Donc l'écriture va être un moyen pour moi de transcender la solitude, d'avoir une amie, de pouvoir me confier. C'est pourquoi très souvent je dis je ne suis pas allée à l'écriture. L'écriture m'a trouvée depuis enfant et je suis montée avec l'écriture. Et j'ai continué à écrire et ce n'était pas dans le but certainement d'être écrivain.
C'était pas dans le but d'être écrivain, mais j'écrivais parce que c'était une nécessité pour moi. C'est venu naturellement, on va dire. Hein, mais maintenant, quand je retourne dans la famille de mon père, et après tout ce parcours, je vais dire dans des familles d'autrui, dans des familles d'accueil, je vais trouver, mes yeux vont être ouverts à quelque chose qui était problématique pour moi, parce que ma mère va avoir 5 filles contre un garçon qu'on attendait qui n'arrivait pas. Et donc, ce père à l'attente d'un garçon qui n'arrivait pas et qui était avec des filles qui n'appréciaient pas, je vais le dire ainsi, parce il aurait bien aimé qu'elles soient des garçons que des filles. Mes yeux vont être ouverts très rapidement à cette, ce que je vais appeler injustice et qui va me révolter. Mes premiers poèmes, donc, qui vont arriver à ces années-là, 89, 90, 91, quand je n'étais pas encore au lycée d'ailleurs, vont être des poèmes de rébellion, des poèmes de révolte contre cette situation de femme, de fille qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. Ces poèmes vont sortir comme un flot que j'avais envie de déverser, ce flot de rancœur, de colère, de révolte que j'avais envie de déverser et qui va me valoir le nom de fille rebelle du Mandé. Parmi ces poèmes, Un jour viendra, je me rappelle, ce poème s'intitule Un jour viendra. Moi, j'ai travaillé à la radio où nous avions une émission de poésie qu'on animait tous les jeudis. C'était quelle radio? La radio, la chaîne 2 du Mali. Où on a animé les émissions de poésie. Et que tous les jeudis, on venait, on déclamait les poèmes qu'on écrivait. Ce poème qui s'intitule Un jour viendra, où moi, préjugé faible, j'aurai ma chance, la chance de me dresser sur mes pieds encore fragiles sous le poids de l'injustice, sous le poids de la discrimination. Un jour viendra où je serai un tata pour braver ceux qui ont eu le toupet de m'appeler sexe faible. Un jour viendra où moi, préjugé faible, j'aurai ma chance, la chance de me dresser sur mes pieds devant la face du monde. Donc, c'est beau, hein? C'est poème, très beau, hein? Qui était touchant. Un poème que mon père a trouvé, un poème qui l'apostrophait, un poème qui le narguait, un poème qui parlait de lui, et il s'est senti visé. Voilà les premiers pas, mes premiers pas de la poésie. Dans la poésie, après, ça va être les années de lycée, où on va avoir des années blanches, des sorties intempestives, des perturbations à cause des grèves des enseignants, des élèves, et d'autres poèmes vont venir contre cette situation, tels que Laissez-moi parler. Et beaucoup de personnes avec qui j'ai fait le lycée, il m'appelle Laissez-moi parler parce que Laissez-moi parler était un des poèmes, un grand poème qui a rythmé la vie du lycée. Laissez-moi parler pour déverser de mon cœur mon dégoût pourrissant. Laissez-moi parler quand le père devient mère, la mère père et ce monde qui va de travers. Laissez-moi parler quand dans la rue de derrière, la chair se vend aux enchères et l'amour panaché balancé à l'air. Laissez-moi parler. Ce poème va être présenté à un concours de poésie au nom du lycée Balla et qui va remporter le premier prix. Et depuis lors, c'est parti. Mes enseignants vont se rendre compte qu'à l'école, il y a quelqu'un qui a un potentiel pour écrire. J'étais en sciences, en classe de sciences. On va aller me chercher de la science en SB, sciences biologiques, pour me mettre dans une classe de langue et de littérature pour que je puisse continuer à écrire. Et ce fut le commencement d'une belle aventure qui est l'écriture. Et c'est cette aventure, moi je voulais devenir médecin, je suis devenu sociologue, je suis devenu spécialiste en pédagogie. Justement, on allait en revenir parce que j'allais vous poser la question si vous avez d'autres hobbies, si vous avez d'autres activités en dehors de l'écriture. Là, vous avez enchaîné, donc je vous laisse continuer. Voilà, donc en fait, j'écris, depuis enfant j'écris, mais c'est à partir du lycée que je vais avoir mon premier livre. La terminale, à la fin de la terminale, je vais avoir mon premier livre. Je vais continuer à étudier. C'était en quelle année? C'était en 99. D'accord. Et en 2000, c'était en 97. En 97, je rentre à l'université pour sortir en 2000. En 2002,
Et donc, je continuerai à écrire. Mais moi, j'ai étudié la socio-anthropologie. Quand j'ai fini, j'ai enseigné un peu. Ensuite, je suis allée faire un DA en socio-économie de développement. Après, je vais être embauchée par une ONG internationale que je vais taire le nom parce que je ne sais pas si j'ai le droit. Et donc, pour aller faire des contenus pédagogiques pour les enfants, c'est là où je vais apprendre tout ce qui est en rapport avec la pédagogie afin de pouvoir faire des textes pour des enfants au niveau des écoles primaires. Donc moi, j'ai été conceptrice de contenu pédagogique pour les écoles primaires du Mali. J'ai été formatrice des formateurs et je formais les conseillers pédagogiques pour qu'eux, ils forment les enseignants. J'ai fait le suivi, appui pédagogique des enseignants au niveau des écoles pendant 14 ans. Et c'est à partir de l'an 2021 que j'ai fait un retrait, on va dire, momentané du monde des ONG pour venir créer ma maison d'édition, Figra Édition, où je publie les jeunes, je publie des livres pour enfants, des livres de contes pour pouvoir développer plusieurs genres littéraires, et puis former un nouveau lectorat jeune au Mali. Donc voilà un peu. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'engagement de rébellion. Et à travers vos œuvres, on peut lire cet engagement. C'est-à-dire que vous vous servez de l'écriture pour pouvoir défendre la cause de la femme, la cause de la jeune fille. Est-ce que c'est dû à ce côté familial par rapport à votre père, ou bien vous avez observé, vous vous êtes identifié avec d'autres femmes du monde, précisément africaines, je voulais dire. Quand nous écrivons, nous partons de nous. Moi, je l'ai toujours dit, comme Pascal, j'écris pour moi, c'est égoïste, mais j'écris d'abord pour moi-même et pour le peu de personnes qui pensent que dans une œuvre médiocre, on peut trouver quelque chose de bon. Et donc, je suis partie de moi, de mon expérience, de mon vécu, de mes ressentis, de mes émotions. Et je pense réellement que l'écriture est un formidable moyen qui donne la liberté à la femme de dire et de ce qu'elle pense, d'écrire ce qu'elle pense. C'est une tribune offerte à la femme pour pouvoir parler au reste du monde. C'est des ponts. L'écriture permet de faire des ponts avec les nations, avec les peuples. Et c'est ce pont qui m'a permis d'être aujourd'hui en Algérie. Je n'aurais pas écrit, peut-être que je n'aurais pas fait ce pont avec ce pays-là pour venir dans ce salon, avoir droit au chapitre dans ce salon, à la parole pour pouvoir parler à d'autres femmes. Le contexte familial, mon histoire personnelle compte et donc a été déterminante pour moi dans le fait d'écrire. Parce que je suis partie de ce que j'ai vécu pour aborder des thématiques comme des thématiques par rapport à l'excision, comme des thématiques par rapport à la maltraitance des enfants, pour pouvoir écrire des livres et puis partager ça avec le reste du monde. Mais aussi, il y a ce qu'on vit et ce qu'on regarde autour de nous, ce que nous voyons autour de nous. Et c'est-à-dire vous vous inspirez de la situation des autres, c'est-à-dire les expériences quotidiennes, Moi, j'ai beaucoup de problèmes lorsqu'on m'interrompt parce que je suis kleptomane, je ne sais pas, mais en tout cas, j'oublie le fil de mes pensées. Je vais prendre du temps. Excusez-moi alors, oui, excusez-moi. Oui, je voulais vous compléter en fait. C'était pas pour vous couper directement. Je comprends. Donc je disais, j'ai ce problème. C'est une rupture, je ne sais pas si c'est... On parlait de pourquoi l'inspiration, le fait que vous écriviez les problèmes d'autres femmes. Est-ce que vous vous êtes identifié à ces personnes-là? Voilà, merci. Il y a ce que nous voyons autour de nous. Nous voyons que nous sommes une partie d'un tout social. Nous sommes une partie d'une famille. Nous sommes une partie d'un quartier et nous ne vivons pas en dehors de ce contexte-là. Et donc, dans ce contexte-là, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que nous voyons qui peuvent nous choquer et qui peuvent aussi nous émerveiller. Toutes ces choses-là nous enrichissent en tant qu'écrivains et qu'on a envie de porter vers le monde. La question de la polygamie qui est évoquée dans mon livre, cette question, je ne l'ai vécue ni par le biais de ma mère, ni par le biais de ma famille, ni par le biais de mon propre couple, mais cette question, je l'ai vue à travers les gens qui vivent autour de moi et qui vivent dans ces conditions
de polygamie plus ou moins difficiles, plus ou moins problématiques. Et donc, je me dis, je peux être la voix d'autres femmes pour parler de ça, parce qu'elles sont en train de vivre cette question-là. Et il y a d'autres questions très importantes pour moi. C'est la question de l'éducation en général et de l'éducation de la petite fille en particulier. Cette question, elle est évoquée dans mes œuvres. Lorsque je parle de la polygamie de façon explicite, mais de l'éducation de façon implicite, c'est des cas que nous voyons dans nos sociétés. Vous êtes du Mali, où nous voyons des filles qui vont à l'école, qui étudient, qui ont des diplômes comme les hommes, mais qui, une fois mariée, le mari va dire « Ah, ma femme ne travaille pas, elle va rester à la maison pour s'occuper de moi ou s'occuper de ma famille ou de la famille. » Et donc, j'ai créé un personnage comme ça, qui a été envoyé à l'école par ses parents, dont le papa a trimé pour qu'elle puisse finir avec les études, mais qui, quand elle finit, se marie avec quelqu'un qui dit que voilà, sa femme ne travaille pas. Elle va rester à la maison au nom de l'amour, elle ne va pas travailler. Mais au bout de 5 ans, il va s'avérer qu'elle ne va pas avoir d'enfant. Devant cette situation, le mari décide de se remarier à une autre femme, une deuxième femme. Une femme qui est plus âgée qu'elle et qui, ce n'est pas sûr qu'elle puisse avoir un enfant. Cette situation sera un choc pour la jeune dame qui va prendre à partir de ce moment l'initiative de retourner à l'école, de faire d'autres études et puis de s'intégrer, de s'insérer dans un milieu professionnel qui va avoir des incidences économiques sur sa vie parce que ça va lui permettre de se prendre en main, d'être autonome, d'être indépendante. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à passer dans nos messages, c'est que il est important de se battre pour la condition de la femme. Mais cette condition intègre l'éducation de la petite fille. Il faut dire aux femmes, au lieu de se battre pour l'égalité des genres, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est important. Mais ce qui est important, c'est de se battre pour aller à l'école, pour se maintenir à l'école, pour avoir des diplômes, pour ensuite avoir un emploi décent qui lui permette de sortir du joug de la dépendance à son mari. Et donc, en ce moment, toutes les autres questions parallèles par rapport à l'émancipation, à l'égalité, au respect de ses droits, vont être résolues grâce à l'éducation. Et c'est ce combat que nous essayons de mener, cet engagement que nous essayons de mener dans nos écrits, mais que nous essayons aussi de lier avec des actions au niveau de tout ce que nous accomplissons au niveau professionnel, au niveau de nos différents emplois. D'accord, voilà. Merci. Ça va être la dernière question. Et j'aimerais bien que vous nous parlez de vos impressions sur ce 26e édition du Salon du Livre d'Alger, d'autant plus que l'invité d'honneur sont les pays d'Afrique, notamment le Cameroun. Oui. Je suis très très contente d'avoir fait la découverte du SILA et c'est une impression merveilleuse et très positive que j'ai. Je suis en train de m'arrêter souvent à la porte et de voir le nombre de jeunes qui sortent avec des livres. Je n'ai pas vu un seul jeune qui est sorti sans un sachet dans lequel il y a 1, 2 ou 3 livres. Et l'Algérie ne peut pas se rendre compte de la masse critique d'intellectuels, de personnes valables qu'elle est en train de créer comme ça avec ces salons. La question de la littérature et de la culture, ce n'est pas comme la question économique où tu achètes un sac de riz à 500, tu vas le vendre à 1000. Ce n'est pas ça. Mais quand on investit dans la culture, dans la littérature, dans l'éducation, l'incidence, elle est durable, elle se ressent à partir de 20 ans, de 30 ans. Tous les jeunes qui ont participé à ces différents salons en Algérie et qui ont lu 1 ou 2 livres par an grâce au salon, imagine à 20 ans, ces jeunes-là, ils auraient lu 40 livres. Ils auraient lu 20 livres et ça va faire la différence. Moi, je suis impressionnée par cette capacité qu'a l'Algérie, le ministère de la Culture algérienne à pouvoir organiser un événement comme ça et aussi aujourd'hui à nous inviter, nous, pays de l'Afrique subsaharienne, parce que l'Algérie fait aussi partie de l'Afrique, à de faire part. Mais il y a une recommandation majeure pour moi, une impression. Je me suis baladée, je n'ai pas vu les éditeurs de l'Afrique noire. D'accord. Et s'ils ne sont pas venus avec nos livres à nous, alors nous avons été invités, c'est un manque à gagner. Et je dis que aussi on peut voir, et cela est possible,
pour un grand salon qui a pu être organisé, de la sorte, de voir un petit quota d'éditeurs sénégalais, maliens, tchadiens, en tout cas de l'Afrique noire, pour que les deux Afriques puissent se rencontrer. Exactement. Pour que l'Afrique maghrébine et l'Afrique occidentale ou centrale ou l'Afrique subsaharienne puissent se découvrir à travers les livres, parce que la réalité est qu'on ne se connaît pas. Moi, en venant ici, tout le monde me connaît avec un afro. Quand tu parles de Fatoumata Keïta au Mali, c'est la femme qui a un afro, des cheveux en air. Crépus. Et en venant ici, j'ai eu un peu peur. J'ai dit, alors, je ne sais pas, c'est un pays musulman. On a parlé souvent de tout ce que nous connaissons aujourd'hui du Mali, au Mali, de terrorisme et tout. Et alors, il faut que je fasse attention, que je maîtrise, que j'amène un foulard au cas où je vais mettre le foulard. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas. C'est des préjugés, des stéréotypes. On ne se connaît pas. Et les préjugés naissent de la méconnaissance. Les stéréotypes naissent de la méconnaissance. Et ce que je suis en train de dire, c'est que nous pouvons faire de notre mieux pour effacer cette méconnaissance-là, en faisant en sorte que nos auteurs puissent être connus. Les livres de nos auteurs puissent circuler ici aussi, que les auteurs de l'Algérie, des pays du Maghreb puissent être lus chez nous. Et au moins, c'est une façon pour ceux qui ne peuvent pas voyager aussi, vers l'Algérie, de pouvoir connaître ce pays, ce beau pays que j'ai aimé, que j'ai visité. Même aujourd'hui, j'étais à Notre-Dame d'Afrique pour prier pour le monde, pour prier pour l'Afrique, pour prier pour nos familles, pour prier pour la paix dans le monde. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Fatoumata Keïta. Cet entretien-là, merci. Merci à vous également d'avoir accepté l'invitation. Quant à nous, nos chers auditeurs, on se retrouve dans un autre numéro spécial dédié au SILA, aux 26e édition du SILA. Merci beaucoup.